Cet été, l'Europe a validé un nouvel accord sur le transfert des données des Européens, transfert et traitement des données des Européens vers les États-Unis. On répond à vos questions sur ce Data Privacy Framework avec Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée. Bonjour. Bonjour. Monsieur Latombe, vous êtes membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, spécialisé dans la transposition des directives européennes. On peut citer le RGPD sur lequel vous avez beaucoup travaillé, membre de la CNIL depuis août 2022, et puis à l'initiative de ce premier recours contre cet accord transatlantique sur les données des Européens. Eh bien, j'ai tout de suite envie de vous poser, moi, cette question. Pourquoi ? Parce que cet accord n'est aujourd'hui pas protecteur, comme le RGPD l'est, et que les données qui seront traitées aux États-Unis n'auront pas le niveau de protection que nous avons en Europe. Et donc, les données personnelles des Européens sont en danger. Avec vous, pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, Estelle Prin, qui est diplômée de l'Institut de sciences politiques de Lyon, de l'Institut français de géopolitique et de l'Université Paris 1 Sorbonne, en économie, en sociologie. Vous êtes la fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs et consultante sur les questions touchant à la microélectronique, spécialiste en géopolitique de la Chine et plus particulièrement sa politique étrangère et ses relations de rivalité systémique avec les États-Unis. Vous allez pouvoir nous apporter ce regard spécifique géopolitique. Et justement, peut-être une première question pour vous. L'Europe n'est pas la seule à chercher un cadre pour le transfert de ces données d'État à État. Oui, effectivement, il y a d'autres grandes puissances, et la Chine en fait partie, qui cherchent à protéger les données, tout simplement, les données personnelles de leurs citoyens, parce que il y a des enjeux économiques derrière de ces données. Les grandes entreprises, les GAFAM ou TikTok, vont les utiliser pour des utilisations commerciales. Donc les enjeux économiques derrière sont très très importants. Oui, c'est important de rappeler que ce n'est pas une exception européenne que d'essayer d'encadrer ces transferts transatlantiques. Tout le monde essaye aujourd'hui de se protéger parce que la data, c'est une valeur très, très précieuse. On dit pour autant que cet accord est déjà fragile ou fragilisé. C'est votre perception ? Oui, je pense qu'il est fragilisé. Alors, effectivement, mais ce sont des mots qui appartiennent au président Biden. Quand il a fait son interview, quand il est venu en Europe et qu'il a fait sa conférence de presse avec Ursula von der Leyen, il a quand même parlé des données comme étant l'or noir de demain. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose de tellement important que c'est le président des États-Unis lui-même qui vient en Europe dire qu'il a trouvé un accord avec l'Europe, et ça va donner le DPF quelques mois plus tard que je combats. Oui, il est fragilisé pour plein de raisons. La première, c'est qu'il a été pris dans l'urgence. Il a été pris contre l'avis du Parlement européen, donc il lui manque une crédibilité, j'allais dire démocratique. Le Parlement européen a dit non au DPF et la Commission a quand même validé le DPF. Et puis il lui manque il est fragilisé parce que intrinsèquement, il a des grosses failles, notamment dans le cadre de recours possibles de la part des Européens vis-à-vis de l'utilisation des données qui seraient faites sur le territoire américain. On peut ajouter parce qu'il arrive aussi après 2 accords précédents qui ont déjà été invalidés. Alors effectivement, il est en plus le 3e d'une série où les 2 premiers ont été invalidés. Je rappelle que l'invalidation, ça veut dire que les accords n'existaient pas, ils n'ont jamais existé. Donc toutes les données qui ont transité pendant la période du Safe Harbor et du Privacy Shield n'auraient pas dû transiter. Il y a vraiment un risque pour les entreprises. Donc je pense que là, aujourd'hui, elles vont regarder un peu avec recul la question du DPF avant de s'engouffrer dans le DPF comme ça dans les mois qui viennent. Alors, on a plein de questions de la part de Nicolas Guillaume, qui est le patron de Netalis. Netalis, opérateur alternatif, on va dire, un opérateur local. Et c'est peut-être des questions d'avantage pour vous, Estelle. Je vais commencer avec celle-ci. Quel est votre avis sur le transfert des données vers les clouds asiatiques, en particulier chinois ? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'encadrer, en gros, les transferts de data vers les États-Unis ? Mais qu'en est-il de la Chine? Est-ce qu'on fait la même chose? Est-ce qu'on devrait le faire? Alors, en tout cas, on devrait le faire, puisque effectivement, le transfert de ces données vont être utilisées après à des fins commerciales. Et ça, on sait, les data, c'est quelque chose qui va nourrir les grands acteurs commerciaux qui, après, proposent des produits. Et ces acteurs, maintenant, ils sont mondiaux et ils viennent concurrencer des acteurs au sein de l'Union européenne. Donc, effectivement,
on peut légitimement se poser la question et voir si la compétition avec peut-être des acteurs européens est-elle vraiment à égalité. Et là, au niveau économique, c'est peut-être loin d'être le cas. L'Europe est-elle moins regardante sur la question des transferts avec la Chine ? Non, elle n'est pas moins regardante, elle est même plus stricte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord d'adéquation avec la Chine. Les transferts de données via la Chine doivent se passer dans des conditions très strictes de clauses contractuelles type, de vérification. Et c'est d'ailleurs sur ces sujets-là que la CNIL en France, mais toutes les autorités de contrôle européennes se sont penchées sur TikTok, sur toutes les applications chinoises. Et on l'a vu à l'occasion des Jeux Olympiques. Le cloud d'Alibaba était le cloud qui était prévu comme étant celui de référence. Et en France, on a décidé qu'on allait un peu tout verrouiller. Donc, on a mis des couches. On a utilisé Thales pour mettre des couches de protection. Toutes les données n'iront pas sur le cloud d'Alibaba. Toutes les données qui serviront à faire la vidéosurveillance de Paris ne seront pas sur le cloud d'Alibaba parce qu'on n'a pas confiance dans le cloud. Et il a une porosité certaine. Donc, non, on est peut-être même plus strict. Bon, parce que en fait, Nicolas Guillaume, dans ses questions, a visiblement le sentiment qu'on s'acharne contre les providers US. Il nous dit cet acharnement sur les providers US qui investissent comme jamais en Europe. Grâce à eux, la France va devenir 5e hub numérique mondial à Marseille. Quel est l'intérêt, quel est l'intérêt de se tirer une balle dans le pied ? Je ne sais pas si on se tire une balle dans le pied. Il faut le regarder avec un peu de perspective. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les Américains s'intéressent au marché européen ? D'abord parce que ça leur fait de l'argent tout de suite, à court terme. Les GAFAM prennent des parts de marché dans un marché qui explose. Forcément, ils font du revenu. La deuxième, c'est qu'ils ont besoin de données pour pouvoir entraîner leur modèle et leur réseau de neurones intelligence artificielle, dont ils sont les principaux promoteurs aujourd'hui. Donc, ils veulent préempter le marché à moyen terme. Et à long terme, ils savent qu'en étant propriétaires des données, ils vont pouvoir développer des nouvelles technologies sur la base de l'IA, sur des données par exemple de santé, pour pouvoir proposer des nouveaux produits, des nouveaux traitements, mais aussi de l'assurance, de la mutuelle, et que donc ça va leur ouvrir des perspectives de marché. C'est-à-dire on n'a pas tout vu encore. On n'a encore rien vu même. Et on peut bloquer peut-être certains domaines de croissance, ou en tout cas essayer de les préserver pour l'Europe. L'idée que moi j'ai, je ne suis pas anti-américain par principe, c'est simplement qu'on ne joue pas à jeu égal. Le marché américain nous est fermé pour une grosse partie de nos entreprises. Le marché européen leur est ouvert totalement. Et le DPF, le Data Privacy Framework, est une ouverture du marché européen de la donnée, alors que nous n'avons pas l'équivalent de leur côté à eux. Et les protections ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique. Les données des Européens seront moins bien traitées que les données des Américains. Nous n'avons pas les mêmes recours de prévus par le DPF que les procédures américaines. Et clairement, il faut aussi qu'on se le dise, ce sont des alliés. Ils ne sont pas forcément toujours nos amis. Et de temps en temps, ils nous écoutent, ils nous regardent et ils font de l'intelligence économique à nos dépens. Quelle est la perception en Chine de la position de l'Europe par rapport à ces contrôles de données dans cette rivalité États-Unis-Chine? Alors en fait, les Chinois veulent absolument contrôler leurs propres données. Eux ne souhaitent pas effectivement voir leurs données être utilisées par les acteurs américains. Et maintenant, il y a des tensions très très importantes. Alors sur des questions de données, sur les semi-conducteurs. Donc il y a de plus en plus une tentative de cloisonnement d'un système qui serait plutôt chinois, avec des acteurs chinois et avec un État chinois qui est très regardant et de plus en plus regardant sur le contrôle finalement de l'information qui sort de son pays, les données personnelles, que ce soit des données financières, ils souhaitent les contrôler un maximum et les contrôler encore plus si c'est des données qui vont vers... Mais ils voient l'Europe comment ? Ils voient l'Europe comme un allié dans cette guerre contre les États-Unis ? Je pense avec les prises de position qui sont faites contre cet accord notamment ? Alors je pense que l'Europe est plutôt vue comme un marché que comme un allié dans cette question-là. La vision chinoise, elle est quand même très marché et conquête de marché comme les grands acteurs, les grandes compagnies, les grandes tech américaines aussi le veulent. Il y a quand même des centaines de millions de consommateurs dans le marché européen. C'est un marché très intéressant et les acteurs se battent aussi pour les parts de marché en Europe. Alors, on a une question de Dinil qui nous dit, attention, c'est une question assez technique, elle vous est adressée directement, j'ai l'impression en tout cas. Donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a précisé dans un arrêt très spécifique qu'il incombait aux législateurs de prévoir des voies de recours permettant à l'autorité nationale de faire valoir les griefs
qu'elle estime fondée afin que ces juridictions nationales procèdent à un renvoi préjudiciel aux fins de l'examen de la validité de la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il nous pose la question, est-ce que vous envisagez, en cas d'échec de votre procédure et en tant que membre du collège de la CNIL, que cette dernière, la CNIL donc, conteste la décision d'adéquation? Alors, à titre personnel, d'abord, j'ai fait un recours à titre individuel et pas comme membre de la CNIL. Oui. Et clairement, pour toutes les décisions qui viendront devant la CNIL et qui concerneront le transfert de données, je me déporterai, parce que je ne peux pas être à la fois dans les deux instances. Je pense que la CNIL... alors, il est vraiment prévu par les textes qu'il faut qu'il y ait des recours effectifs. Le DPF disent que, et c'est ça qui pose un problème, c'est que le droit européen est supérieur à notre droit national. Et le droit européen, dans le DPF, dit que ce sont les autorités, donc la CNIL en France, qui recevront la plainte de chacun des individus et qui les transféreront aux États-Unis pour examen. Donc la CNIL ne pourra pas s'opposer à cette réglementation telle qu'elle. Il faut qu'on ait aujourd'hui une instance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un cas, qu'une personne trouve un cas, la présente à la CNIL, que la CNIL dise écoutez, moi, vu le DPF, je ne peux pas. Il faut donc ensuite aller au Conseil d'État, parce que c'est le Conseil d'État qui peut invalider une décision de la CNIL. Et au Conseil d'État, il faudra poser une question préjudicielle. C'est très technique, ça prendra, si ça devait se faire, ça prend au moins 1 an, facilement. La solution, c'est très clairement que Max Schrems, lui, de son côté, va entamer cette procédure-là. D'ici certainement la fin de l'année, il aura déposé soit un recours dans le cadre encore de son litige avec Meta en Irlande. Il espère pouvoir le faire dans les semaines qui viennent. Et si la Cour irlandaise ne lui permet pas, il le fera en Autriche, où c'est plus rapide. Ça veut dire que, quand je dis plus rapide, ça se compte encore en mois pour que ça aille à la Cour de justice de l'Union et que... la Cour de justice statue, il y en a pour 1 an. Donc on est avec 1 an et demi. C'est pour ça que j'ai tenté un recours direct auprès du tribunal de l'Union. Parce que là, vous évoquez Max Schrems, donc, qui est à l'origine de l'invalidation des 2 premiers boucliers autour de nos données. Vous avez tiré le premier coup, finalement. Est-ce que c'est une action que vous avez menée, vous l'avez dit, en tant que citoyen européen, mais quand même de manière concertée avec l'avocat Max Schrems? Est-ce qu'il y a un risque que ça parasite éventuellement son action? Non, alors on est d'accord, Max Schrems et moi, que ça ne parasitera absolument aucune des actions. Ce sont 2 voies de procédure différentes. Et on s'était mis d'accord, on s'était parlé avant. D'accord. C'est une voie de procédure, celle que moi j'ai entamée, qui n'est pas celle qu'il avait prévu d'entamer, parce qu'il lui trouve une fragilité juridique. Et c'est vrai qu'il y a un point technique très particulier, c'est qu'il faut prouver au tribunal de l'Union que, individuellement, le DPF m'impacte. Donc j'ai essayé de le prouver au tribunal, on verra ce qu'il va dire, mais si jamais par hasard le tribunal disait non, ça veut dire que seule la voie préjudicielle est la voie qui permet de contester le DPF. C'est ce que Max Schrems va faire de toute façon. Et si jamais le tribunal veuillait accepter mon recours, à ce moment-là, de toute façon, on est en première instance au niveau du tribunal de l'Union. La Cour de justice vient en 2e instance, donc elle sera saisie à peu près au même moment entre Max Schrems et moi. Et donc dans ces cas-là, on joindra nos efforts sans aucun souci. Très bien. Alors, la question centrale, c'est quand même de savoir comment est-ce qu'on évite que les données des Européens soient traitées, espionnées à des fins non conformes à ce que l'on souhaite, nous, en Europe. Est-ce qu'il y a un modèle intéressant à copier dans le monde aujourd'hui sur ces accords de transfert de data entre États? Sur les accords d'adéquation, on n'en a pas beaucoup. On en a un avec Israël et il devrait normalement, si la commission était cohérente, devrait être revu parce que l'organisation juridique israélienne a changé, donc on devrait devoir le revoir. On avait un accord avec les Anglais dans le cadre du Brexit, les Britanniques dans le cadre du Brexit, qui avait une échéance au 30 juin 2022. Et donc là aussi, on devrait normalement en faire une revue annuelle. Ça n'a pas été fait. Dans le DPF, il est prévu qu'on ait une revue annuelle avec les États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'on fasse une revue si le FISA repasse en fin d'année aux États-Unis comme il est. Je ne suis pas sûr que la Commission ait très envie de revoir son DPF. On n'a pas vraiment d'accord d'équivalence complète. On en a ponctuellement avec quelques pays, avec la Suisse notamment, mais ce sont des accords qui sont de l'Europe vers un petit pays. C'est pas méchant quand je dis ça pour la Suisse, mais en termes de population, volume de population et volume de données, c'est un peu plus faible que les États-Unis. En fait, il faudrait que les États-Unis acceptent d'avoir un RGPD équivalent au nôtre, ou alors qu'on ait un accord de non-espionnage entre les citoyens des deux. Mais ce texte FISA, donc, qui permet en fait aux agences de renseignement d'exploiter les données numériques, il est fortement discuté aussi aux États-Unis.
Oui, et puis il se base sur la notion de sécurité nationale, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette affaire, et c'est le point qui est un peu litigieux, c'est que dans cet accord de transfert de données, l'idée, c'est que les services de renseignement américains puissent accéder à certaines données d'Européens pour des questions de sécurité nationale. Et ce qui peut aussi poser problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette notion, effectivement, de sécurité nationale américaine. Les Américains disent, nous, on veut pouvoir nous protéger s'il y a des informations qui sont primordiales et qui sont dans les données personnelles de certains citoyens européens. Et c'est cette notion qui est utilisée de plus en plus au niveau international dans ces questions de transfert de données personnelles et puis pour d'autres choses, pour essayer de limiter les exportations de technologies, par exemple des États-Unis. Donc on voit cette notion de sécurité nationale utilisée également par la Chine dernièrement pour essayer de limiter la vente et l'exportation de métaux rares. Donc on voit bien qu'il y a des tensions, il y a un recroquevillement des acteurs de ces États par rapport à ces données qui circulent, ces données digitales qui circulent et ça circule au niveau mondial. Et donc reste à l'Europe d'adopter un discours identique. Mais en fait, c'est la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'espace européen a voulu rester ouvert. Et on lui a dit qu'il fallait qu'il reste ouvert. Les Américains nous ont gentiment expliqué quand même depuis des années qu'il fallait qu'on reste ouvert. Et dès qu'on prend des mesures qui pourraient leur sembler un tout petit peu protectionnistes, les Américains crient en disant « mais vous n'avez pas le droit, le marché doit être libre, ouvert, etc. » Sauf que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'inverse qu'ils font. Leur fameuse IRA, leur loi sur la relance pour lutter contre l'inflation, est protectionniste. Elle vise uniquement la production sur le territoire américain par des entreprises américaines pour des Américains. Donc la notion de sécurité des États-Unis est effectivement une notion extensive qu'ils utilisent, et ils l'ont déjà fait avec le dollar. Des entreprises européennes, dont françaises, des grandes banques françaises en ont souffert. Et ça, c'est en train de se passer sur les données. Donc, on va s'excuser auprès de Nicolas Guillaume pour ne pas avoir pris toutes ces questions. Mais je lui répondrai s'il a besoin. Vous lui répondrez directement, mais en plus, il aborde un autre sujet, qui est quand même celui de la stratégie cloud européenne face à celle des Américains. Et évidemment, ça, c'est des sujets qu'on aborde et qu'on continuera d'aborder dans Smart Tech. Merci beaucoup, Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée, Estelle Prin, consultante et fondatrice de l'Observatoire des semi-conducteurs. À suivre, c'est le rendez-vous des cryptos.